Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet autre épisode captivant de « Ceci n'est pas du coaching ». Donc, c'est un plaisir, un immense plaisir pour moi aujourd'hui d'accueillir Nicolas Pilote. Donc, Nicolas qui est un véritable passionné dans le commerce du détail et Nicolas qui a pris un virage très important dans sa carrière professionnelle. Donc, il est passé d'ancien directeur des achats chez Simons et il a décidé de prendre un tournant audacieux et de lancer sa propre entreprise comme copropriétaire de Rack Évasion. Donc, dans cet épisode, on va explorer les motifs, les raisons qui ont mené, qui ont conduit Nicolas à faire ce virage important dans sa carrière et de faire ce saut sans parachute, je dirais, dans un monde complètement nouveau pour lui et d'en apprendre davantage sur ses talents, sur ses compétences qui lui servent maintenant aujourd'hui à l'intérieur de son nouveau rôle. Préparez-vous à être inspiré par une histoire passionnante et une histoire de leadership et d'authenticité. Nicolas Pilote, bonjour. Bonjour François. Merci de me recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Vraiment, je suis très honoré. Bien, merci à toi d'avoir accepté à pied levé l'invitation comme ça, puis de venir te faire bombarder de questions par moi, mais bombarder dans le bon sens. Oui, c'est dans un bon sens pour moi aussi. bon sens. Et aussi pour le bénéfice de nos auditeurs, nos auditrices, parce que, bon, les gens qui viennent sur le podcast se posent souvent des questions. Tu sais, je dis souvent, la vie d'entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des défis, il y a des challenges. Exactement. Okay? Puis d'en apprendre sur la nature des autres personnes, mais ça permet de se faire une idée, de se former, par exemple, des chemins, des directions, des voies à éviter, puis des voies à explorer pour améliorer sa propre expérience personnelle. Puis juste, François, comme introduction, je pense que la voie, il n'y a pas de voie. C'est dans l'entrepreneuriat. Moi, en tout cas, on va en parler, mais ça a toujours été un rêve, mais la voie n'est pas définie. Ouais. C'est un long fleuve, oui, tranquille. Il y a toujours beaucoup d'épreuves, peu importe l'âge aussi, mais c'est ce qui est aussi, pour moi, très, très motivant de m'avoir lancé dernièrement dans cette aventure. Puis, parlant de rêve, avant même que tu te rendes à l'université, quels étaient, comme jeune homme, quels étaient tes rêves, tes aspirations pour ton avenir? Tu te voyais où? J'ai pensé longuement à ça. Où que je me voyais avant? Tu sais, de savoir, étant jeune, je me voyais où? Puis je peux pas dire que je me voyais à quelque part. Je me voyais, en fait, rencontrer des gens. OK. Et j'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours aimé être entouré de gens. Puis d'être capable de communiquer un savoir, tu sais, que présentement, que j'ai acquis après plusieurs années, mais c'est ça qui m'a toujours parlé, intérieurement, de pouvoir d'être pouvoir rassembleur, de pouvoir avoir des gens autour de moi, de pouvoir être capable de vraiment d'avoir vraiment une belle synergie autour de moi. OK. Et au niveau de ta famille, est-ce qu'il y avait des inspirations dans ta famille pour l'entrepreneuriat, à quelque part? Oui. En fait, ma mère a toujours voulu être entrepreneur. Ah oui? Toujours. Mais ma mère était une femme à la maison. OK. Qui a travaillé au début de sa jeunesse dans une banque, mais qui a toujours eu ce rêve-là. Puis, j'ai une anecdote là-dessus. Un jour, on a déménagé au Lac-Beauport, sur le bord d'un terrain de golf. On a resté là pendant toute ma jeunesse, 25 ans. Puis ma mère a commencé à ramasser des balles de golf. Ah bon? Chaque matin,
Elle se levait à 5 heures, elle partait ramasser des balles de golf. Le matin et le soir. Elle faisait ça quasiment pendant au moins 5-6 jours par semaine. Fait que c'est devenu qu'elle ramassait à peu près de 25 à 30 000 balles par année pour laver les balles, pour restaurer les balles et ensuite les revendre. Fait que oui, puis parallèlement à ça, moi, j'ai été dans le domaine du golf. Fait qu'elle passait par moi pour vendre les balles. Mais elle avait un réseau qu'elle a développé avec tous les clubs de golf qui étaient capables de vendre les balles partout. Fait que c'est des balles usagées, mais elle faisait sa comptabilité à chaque jour. Puis, François, je peux te dire que j'ai encore toutes ces feuilles-là. On peut savoir exactement par jour combien de balles elle ramassait et combien elle vendait par semaine. Fait qu'elle a fait ça pendant une quinzaine d'années. Donc, elle avait non seulement un sens écologique, mais un sens économique aussi. Économique aussi, tout à fait. Mais de là, un peu l'entrepreneuriat, elle a toujours, mais c'est elle qui avait créé ça. Fait que c'était beau de la voir là-dedans, malgré qu'elle était à la maison. Puis ça m'a toujours inspiré. Ça m'a toujours dit, wow, elle a toujours voulu faire quelque chose, puis elle l'a fait à partir de chez elle. Et c'est-tu en partie ça qui t'a conditionné? Parce que je sais que, bon, t'étais très actif sur les terrains de golf aussi, là. Donc, mais est-ce que ça a conditionné, par exemple, un emploi pour toi d'aller travailler dans les clubs de golf? Oui, parce que les premières fois, j'essayais d'aller vendre les balles. Fait que j'étais tout jeune, j'avais 14 ans. Je partais avec les balles de ma mère. Puis en fait, aussi, toute la famille ramassait des balles. Fait que je parle de... Mais ma mère a comme un petit peu influencé toute la famille, que ce soit mon frère, que ce soit mon père, qui est devenu aussi très passionné de ramasser les balles de golf. Oui. Fait que c'était vraiment familial. Fait que c'est devenu viral. C'est très, très viral là, chez nous. Là, il y avait souvent, là, on dit discussion de dimanche soir sur le bar au roast beef. Là, on parlait de balles de golf. Fait que c'était quand même spécial. Mais moi, j'allais vendre les balles de golf au Mont-Tourbillon, au Lac-Beauport. Fait que là, tranquillement, j'avais un petit scooter, je mettais mes balles de golf entre les jambes, je partais avec mon scooter, puis je vendais les balles. Bon. Fait que le professionnel, un jour, me dit, Nicolas, je comprends, là, tu viens nous vendre, mais ça t'intéresserait-tu de travailler au club de golf? Je vois que tu connais le golf un peu, tout ça. Puis j'ai dit, bonne idée, pourquoi pas? Fait que j'ai embarqué un petit peu dans cette aventure-là, quand même jeune, à 14-15 ans, à commencer à ramasser des balles dans le champ pratique. Elle avait les cartes de golf, elle avait les bâtons de golf. Puis je suis devenu passionné de golf. Ouais. J'ai joué beaucoup au golf en plus bas âge. Puis j'ai toujours aimé, en fait, tout ce qui avait attrait autour du golf. Nous, au Mont-Tourbillon, là, on faisait 250 tournois par année. Quand même. Mais 250 tournois de monde d'entrepreneurs qui venaient avec soit des regroupements, avec leurs employés. Fait que tout ça, ça l'a amené que j'ai rencontré énormément de gens. Fait que ça m'a toujours piqué. Je l'ai toujours eu intérieur de cette communication avec les gens, ce besoin de rencontre-là. Donc, tu es en train de dire également que ton expérience à ramasser des balles de golf puis éventuellement à travailler sur les terrains de golf, puis que tu aimes les gens, ce que tu mentionnais tantôt, à côtoyer des gens qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est venu te teinter aussi. Là. Vraiment. C'est venu me teinter et depuis ce jour-là, ces moments-là, j'ai toujours eu ça intérieurement. Parce que j'ai eu la chance de côtoyer tous ces gens-là. J'ai eu la chance de voir toutes sortes d'entreprises, mais puis d'échanger aussi avec eux sur leur rôle d'entrepreneuriat et la poursuite un petit peu de leur carrière. Fait que ça m'a toujours allumé. Puis pour moi, après ça, ben, ça l'a créé aussi des opportunités. Oui. Puis là, à travers tout ça, il y a eu l'université. Puis comment ta présence, ton parcours à l'université est venu façonner ta lecture, puis ton goût d'aller dans le commerce du détail, puis comment tu as évolué là-dedans dans le commerce de détail avec une vision de leader? Il y a eu l'université, ça a été un parcours qui n'a pas été très long. Par contre,
ce qui est important de dire, c'est que l'école, ça a toujours été dur. Ouais. Pour moi, ça a toujours été un défi. J'ai toujours eu une difficulté aussi à rentrer un petit peu dans les rangs ou sur le banc d'école, en fait. OK. Pour moi, c'était pas concret. OK. C'était du abstrait, fallait suivre un petit peu, un peu la voix de tout le monde, un peu. Puis pour moi, j'avais de la misère un petit peu avec ça. Je l'ai fait un petit peu dans un choix personnel, dans un choix familial aussi, de faire plaisir aussi à mes parents. Mais c'est pas ça qui m'a amené à l'entrepreneuriat. Non. Fait que c'est pas, oui, ça m'a ouvert sur d'autres choses. J'ai été quelques années à l'université, mais c'est pas cette partie-là qui me dit wow. Je sentais pas que j'allais arriver à un métier en sortant de l'université ou peu importe. OK. Puis qu'est-ce qui t'a allumé à ce moment-là pour aller vers le domaine de l'entrepreneuriat? En fait, qu'est-ce qui m'a allumé, c'est que premièrement, j'ai toujours aimé aussi le domaine de la communication, le domaine de la publicité et tout. OK. Ça, c'est quelque chose qui m'a attiré. J'ai étudié en communication. J'ai eu la chance, à chaque fois que je passais, de créer quelque chose. Fait que quand j'étais au cégep, j'étais au cégep à Limoilou, j'avais créé un genre de c'était pas... On faisait des capsules vidéo dans le cégep. J'étais au cégep, il y avait des écrans partout au cégep. Puis là, je me disais, pourquoi il n'y a rien? Pourquoi personne fait rien avec ces écrans-là? Fait qu'on a décidé de faire une émission. En fait, on faisait des capsules à chaque semaine. Puis on était capable de projeter ça sur ces écrans-là. Ça s'appelait Sans scrupules. OK. Fait que ça au cégep. À l'université, ensuite en communication, il y avait des projets publicitaires l'été. Il y avait des professeurs qui étaient venus me voir et ont dit hey, ça te tenterait-tu de monter pour nous autres certaines campagnes publicité? Fait que ça, j'ai embarqué là-dedans. Parce que ça, wow, il y avait quelque chose qui me disait hey, c'est nouveau. Il m'approche pour créer quelque chose qui a pas été fait. Fait que c'est un peu ce cheminement-là qui m'a toujours un petit peu dit hey, c'est vraiment d'embarquer dans cette aventure-là et d'un petit peu de débroussailler tout ça en avant de moi. Ouais. Puis il y a eu l'expérience Simons, parce que là, tu as été chez Simons pendant plusieurs années, tout près d'une vingtaine d'années, si je me trompe. Oui, 22 ans. 22 ans chez Simons. Donc, un rôle de leadership, mais comment ce leadership-là t'a servi à l'intérieur de ton rôle chez Simons? Ben avant toute chose, avant Simons, François, il y a eu aussi une création d'une autre compagnie OK. qui était Norto, OK. qui était toujours au Mont-Tourbillon. J'ai eu l'opportunité au Mont-Tourbillon d'avoir, avec des collègues à moi, l'opportunité de la gestion des glissades. L'hiver, on faisait des glissades sur chambre à air. Puis on a dit, hey, pourquoi pas, on va faire une autre compagnie à côté de ça. Fait qu'on faisait des randonnées de motoneige. Fait qu'on a décidé d'acheter des motoneiges, une douzaine de motoneiges avec l'équipement, tout ça. Puis on amenait des Français ici faire de la motoneige. Fait qu'on on les promenait un petit peu de la Gaspésie au Lac-Saint-Jean, ils aimaient ça. Puis c'était une compagnie qui était... En fait, c'était agréable, c'était difficile parce que c'était 7 jours sur 7. Il arrivait beaucoup il arrivait beaucoup de choses quand même d'imprévisibles qui étaient toujours là. Mais ça, tu sais, ça a été une petite création de compagnie et tout. Puis après ça, j'ai délaissé puis je me suis dit, il va arriver d'autres choses. Simons est arrivé, en fait, il y avait un article dans le journal sur une offre d'emploi. OK. Mais la première ligne de l'offre d'emploi, c'était rentrer chez Simons et comme avoir votre propre compagnie. OK. Comme étant, venez nous voir avec chez Simons pour développer, en fait, pas pour développer, mais pour nous accompagner, mais ayant un leadership et l'entrepreneuriat pour nous est très important. Fait que ça m'a vraiment parlé. Tu sais, ça m'a
je me suis dit, hey, wow, il y a une opportunité là de rentrer dans une compagnie qui m'offre un petit peu une possibilité d'avoir un leadership d'entrepreneurial et de gestion. Ouais. Fait que parallèlement, le domaine de la mode m'a toujours interpellé. J'aimais toujours ça, au golf, tout ça, on faisait les achats et tout. Fait que je me suis dit, pourquoi pas. Fait que j'ai sauté dans cette aventure. J'ai sauté dans cette aventure pendant une 20aine d'années, qui était formidable pour moi parce que ça m'a permis de découvrir, premièrement, le monde, parce que j'ai voyagé énormément partout dans le monde, de voir et de s'adapter à s'adapter à un marché qui n'est pas facile et à tout le temps se surpasser à chaque jour. C'est un monde très différent de ce qu'on connaît du commerce de détail d'un endroit à l'autre. Là, hein? Tout à fait. C'est un monde, en fait, qu'il n'y a jamais de répit. C'est un monde que ça va très, très vite. Il faut être très à l'affût et c'est très cyclique. Mais cyclique, on parle de 3 mois. Ouais. On parle de 3-4 mois. Fait que c'est quelque chose que, tu sais, faut avoir une capacité d'adaptation très vite. Oui. Puis quelles ont été tes meilleures expériences ou, tu sais, si je parle de moments mémorables ou de succès mémorables chez Simons qui viennent nous en apprendre davantage sur Nicolas aujourd'hui, ça serait quoi? Qu'est-ce qui émerge à l'intérieur de ces 22 années de carrière-là? Il y a eu beaucoup de... En fait, j'ai commencé acheteur chez Simons dans différents départements, mais j'ai toujours eu le sport à cœur. OK. Fait que j'ai commencé avec les lignes de sport chez Simons, puis dans l'homme, quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand-chose. Puis j'avais comme objectif de monter ça, de dire, il me semble qu'il y a une opportunité là, avec les magasins et tout, de pouvoir développer le côté les lignes de sport, de pouvoir attirer le monde chez Simons avec autre que juste, supposons, plus traditionnellement la mode. Ouais. Fait que j'ai acheté ça. Ensuite, je suis venu directeur. Et quand je suis venu directeur d'achat, j'ai proposé de m'occuper de l'homme et de la femme pour le sport en créant une marque. Fait qu'en fait, j'ai créé la marque i5, OK. qui est une marque maison chez Simons, mais la marque i5 chez Simons, c'est la marque de sport. Autant hommes et femmes. Fait que j'ai parcouru toutes les étapes de création de cette marque. Wow. Que ce soit au niveau créatif, que ce soit logo, mais aussi de vêtements. Fait qu'on faisait beaucoup tout ce qui était le processus créatif du vêtement, de notre marque privée, avec aussi un mélange de toutes les marques qui se fait sur le marché. Fait que ça a été une aventure incroyable. Ça m'a permis aussi de me surpasser et de me dire que c'était possible. Oui, il y avait un accompagnement avec les Simons qui m'ont donné un grand coup de main là-dedans. Mais quand même, c'est une réalisation première qui venait de moi. OK. Donc, vraiment un élément qui te motivait, qui t'inspirait, puis qui venait combler un manque que tu avais identifié. Tout à fait. OK. Cette manque-là ou ce besoin, en fait, d'entreprendre quelque chose a toujours été là. Il a toujours été là, mais il était là même. J'étais chez Simon et j'ai toujours regardé un petit peu ailleurs. Ouais. J'ai toujours regardé les opportunités, tout ça. Puis je me disais, j'ai la chance de voyager. Je peux regarder le monde au complet. Ouais, wow. Tout à fait. Fait que c'était fantastique. J'ai vu les boutiques, j'allais dans des coins de pays incroyables. Puis je me disais, wow, il y a tellement de belles choses partout que ça m'a ouvert tellement l'esprit à me dire, un jour, j'emmagasine tout ça intérieurement, là, puis un jour, on dirait que je vais tout déballer ça. Donc, c'est venu nourrir ton esprit d'entrepreneuriat, puis également, mais écoute, faire du coaching d'équipe parce que tu avais des équipes. Donc, tout ça est venu te nourrir et établir une empreinte dans ton ADN qui te sert aujourd'hui. Non? Oui, exactement. Mais tu parles d'équipe, puis pour moi, c'est important.
Ouais. Tu sais, ce coaching d'équipe-là, puis ça revient à ce que je disais tantôt, un peu la communication avec les gens que j'avais jeunes. Ben, tu sais, chez Simon, c'était important. C'était important de réunir mon équipe, de que l'équipe se sente près de moi. Ça a toujours fait partie de mes valeurs. Ouais. Fait que ces valeurs-là, tu sais, c'est présentement, c'est ce que je veux continuer. C'est ce que je continue avec le nouveau projet, avec les gens qui m'entourent, de bien s'entourer et de vraiment de sentir que tout le monde contribue à aller vers la même direction. Justement, parlant de nouveaux projets, là, qu'est-ce qui t'a motivé à quitter Simons? Puis on va dire dans le bon langage québécois, à quitter le domaine de la guenille, OK? Puis te lancer après 22 ans dans l'entrepreneuriat, dans un nouveau type d'entrepreneuriat qui est complètement différent que celui du vêtement, là. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer là-dedans puis à faire émerger personnellement les talents, les compétences en leadership, en entrepreneuriat de Nicolas? Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est toujours l'entrepreneuriat. C'est toujours de posséder quelque chose à moi. Ouais. J'étais chez Simon, mais j'étais un peu contrôlé. Il y avait un rendement, il y avait une machine en arrière. Puis je me suis dit que je peux pas finir ma carrière, finir en fait ma carrière sans avoir quelque chose pour moi. Ouais. C'est comme inculqué intérieurement. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'avais comme, souvent on dit, hey, j'ai fait le tour du jardin, j'avais fait le tour du jardin. J'ai fait le tour du jardin malgré l'expansion, malgré que quand je suis rentré chez Simons, on avait 3 magasins, ils sont rendus à 18 magasins, mais c'est comme pour moi, c'était, j'ai fait le tour, mais mon objectif intérieur est encore là, c'est d'avoir possédé quelque chose à moi. Peu importe la difficulté d'y arriver. Peu importe. Fait que c'était toujours là, c'est intérieur. Fait que, tu sais, j'ai pris une pause pour me dire, hey, est-ce que c'est vraiment ça encore? Mais pendant cette pause, ça m'a dit oui. Nicolas, il faut que tu ailles là. Faut que tu t'accomplisses à ce niveau. Oui, parce qu'il y a une différence importante entre être un acteur de changement et être un leader du changement. OK? Parce que, bon, c'est sûr que dans un rôle à l'intérieur d'une grande organisation, tu vas avoir un rôle d'acteur, tu vas contribuer, mais tu n'es pas le leader du changement, tu n'es pas le leader de l'entreprise. L'entreprise a un propriétaire ou un groupe de propriétaires. Tout à fait. Mais ce qui est important là-dedans, puis François, on a fait... François, tu es mon coach pendant, je sais pas, 1 an et demi, je pense, en 2022. Mais tu m'as toujours un petit peu abordé ce sujet qui est la gestion de changement. Ouais. La gestion de changement, il y a une chose dans la gestion de changement, c'est un rêve. Mais le rêve, c'est le fun de rêver. Ouais. Moi, j'adore rêver. Puis je rêve beaucoup. Puis c'est bon, ça. Non, mais j'espère que tu rêves en couleur. Oui, c'est ça peut-être des fois. Mais à un moment donné, de rêver et de mettre à terme, c'est différent. Ouais. Ça vient avec des frustrations, ça vient avec un peu de se re-questionner sur soi-même. Mais après ça, ça vient aussi avec une exploration, un renouveau qui arrive qui me dit « Wow, là, je suis capable. Ouais. Là, je le fais. » Puis là, quand on est capable puis on arrive à le faire, c'est comme « Wow, j'ai réussi. » Ouais. C'est bon. Comment tu t'es préparé pour cette transition-là? Donc, à partir de Simons, faire cette transition-là pour devenir copropriétaire de Rack Évasion. Puis, te connaissant, OK, tu as certainement dû travailler à identifier tes compétences clés, celles qui avaient besoin d'être travaillées ou bonifiées ou encore compensées par peut-être des copropriétaires qui se sont joints à toi là, pour faire une force d'équipe. Là. Mais comment tu as fait cette transition-là vers ton développement à l'intérieur de Rack Évasion là, maintenant? En fait, ce qui m'a fait
de pouvoir embarquer ou sauter à pieds joints dans cette aventure-là, avant ma préparation, je me suis beaucoup analysé un petit peu sur moi-même. C'est croire en soi-même. Ouais. C'est croire en soi-même, ça part avant toute chose de nous. Faut, puis oui, croire en soi-même, mais aussi d'en faire un deuil. Un peu, c'est le deuil du changement. Le deuil d'avoir une carrière et tout ça, puis de dire, oh, le changement, c'est quoi le changement? C'est vaste comme mot. Ouais. Faut en faire un deuil. Fait que oui, il y a eu une préparation, mais les compétences étaient intérieures à moi. Compétences de leadership, de faire face à des problèmes et tout. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé relever ce défi-là. Fait que, tu sais, c'était présent, tu sais, d'affronter les défis, de la résolution de problèmes, de communication avec, d'être bien entouré. Fait que c'est tout ça que j'ai mis comme un petit peu ensemble. Puis que je me suis dit, wow, je pars avec ma petite recette, là. Puis la recette, je la mélange un petit peu, mais tu sais, puis je me suis dit que ça me prenait aussi du monde à côté de moi. Ouais. Tu sais, des fois, on dit, oui, je m'en vais, je me lance en entreprise et tout ça, je suis un peu seul, mais il faut être accompagné. Il faut être accompagné. J'ai 2 personnes incroyables qui sont à côté de moi, tu sais, qui avaient aussi une connaissance du commerce de détail. Fait que, tu sais, à 3, on doit faire 70 ans d'années d'expérience de commerce de détail. Bon. Fait que, tu sais, tout ça, la recette est quand même, on pourrait dire, gagnante. Tu sais, au moins, tu sais, le risque est comme partagé. Oui. Ouais. Puis, à travers tout ça, bien, toujours pour revenir sur ton choix, bien, écoute, il y a probablement eu une période de deuil aussi. Parce que, tu sais, de faire un saut comme celui-là, puis il reste que chez Simons, bon, il y a une structure, il y a une entreprise, il y a un revenu qui est connu, bon, probablement des avantages, des bonus, etc. Puis là, on dit, on met ça de côté. Puis là, on se lance dans une nouvelle aventure, mais une nouvelle aventure qui n'a pas les mêmes balises, les mêmes paramètres. Donc, un peu certainement de résilience, un peu certainement aussi de travail à faire sur soi-même, puis faire un deuil de ce qui était pour faire une ouverture sur ce qui devient aujourd'hui. Ça s'est passé comment chez toi? Là? Ben, je pense qu'on n'a pas le choix de le faire, le deuil. Ouais. Quand on fait ça, il faut passer par là. Mais le deuil, c'est intérieur aussi. Si on veut avoir cette ambition-là, d'avoir ces responsabilités-là, ben, ça nous dit, ben, on n'a pas le choix de faire le saut. Fait que, tu sais, oui, ça a été difficile de mettre ça en perspective, d'analyser ça et de dire, wow, OK, tu sais, c'est un peu... souvent, je compare ça à un peu être sur un tremplin. Tu sais, j'étais un peu sur le bord de la piscine, là, puis j'étais en haut complètement, là, puis je suis capable de le soigner. Mais jusqu'à temps que je saute, c'est une autre chose. Ouais. Mais je pense que quand on est capable, après ça, de sauter, de se tirer dans le vide un petit peu, ben on est capable de mieux contrôler tout ça. T'sais, de mieux le contrôler, de savoir qu'est-ce qui va arriver un petit peu, de voir avec et d'en faire un petit peu la nouvelle perspective d'une nouvelle vie un peu, comme j'appelle ça. Puis comment tu as fait pour travailler à naviguer à travers les incertitudes? Parce que, tu sais, il y a des choses que tu connaissais, des choses que tu connaissais pas, que tu as certainement explorées là, dans le domaine de l'entrepreneuriat pour lancer l'entreprise. Donc, comment tu as fait pour naviguer à travers tout ça? J'aime ton sourire en passant. Je pense que tu as des petits cues pour nous. Je pense que, honnêtement, je pense que ça mériterait un autre podcast. Là. Autre podcast. On va te réinviter. Oui, pour vraiment Puis, pendant que j'étais dans cette aventure de création d'entreprise-là, j'ai pensé à beaucoup de monde. J'ai pensé à tous ceux qui veulent j'appelle ça se tirer dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui sont jeunes, qui n'ont pas d'expérience, que c'est très difficile. Il faut avoir de l'expérience, puis il faut s'entourer de personnes. Mais ça part de nous. Ça part de nous, puis c'est difficile. Chaque jour, on rencontre des défis. Ouais. Tout le monde veut nous accompagner.
tout le monde prétend avoir les bonnes solutions pour nous accompagner dans cette aventure. Mais à chaque jour, on réalise que non. Ouais. Il y a toujours des défis, il y a toujours quelque chose, il y a toujours... tu sais, j'escalade un mur. Oh, non, aujourd'hui, je suis pas capable. Je suis même pas capable de prendre la première marche. Parce que on me dit ça, mais ce n'est pas ça. Fait que c'est un peu essai-erreur. Ouais. Mais ce que j'en apprends, c'est que une chance que je connais du monde, une chance que je suis entouré, puis j'ai eu un bagage, dont Simons, qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui. Ouais. Parce que on appelle ça un start-up. J'aime pas le mot start-up. Parce que c'est pas ça, parce qu'il y a un bagage en arrière, il y a une expertise. On est allé chercher une expertise, on est allé chercher. Tu sais, c'est pas vraiment un start-up. Mais tout le monde le qualifie, puis ça fait peur à beaucoup de monde. Mais c'est quoi l'entrepreneuriat au Québec? Ouais. C'est ça un petit peu. Mais faut donner la chance, je pense, à des gens. Il y en a qui ont des idées incroyables et tout ça, mais on les bloque. On les bloque, on les encourage pas, on leur dit que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile, à 100%. Mais comment on fait pour aider ces gens-là? Moi, oui, j'ai été aidé à droite, à gauche, mais je veux dire, le chemin, je l'ai avec mes partenaires débroussaillés à chaque jour. Puis, il y a des journées que l'arbre, là, il est gros. On pense que, OK, lui, il plie pas aujourd'hui. Là, ça fond, il faut que je fasse le détour, il faut que je contourne, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de comment je pourrais dire, de guide là-dessus. C'est essai-erreur. Mais je trouve que c'est caché un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de... oui, on en parle, mais il n'y a personne qui parle de ça ouvertement. Ouais. C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi vraiment l'entrepreneuriat au Québec? Est-ce qu'on aime ça, Est-ce qu'on vraiment on aime les entrepreneurs au Québec? Est-ce qu'on les encourage? Pas qu'on les aime, est-ce qu'on les encourage vraiment? Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ma réponse serait oui. Puis les soutenir de façon appropriée aussi. Mais les soutenir, c'est comment les soutenir? Ouais. Les soutenir, financièrement. C'est extrêmement... Ils en veulent... C'est plate, là. Puis je le dis ouvertement, on n'en veut pas. On n'en veut pas d'entrepreneurs. Si on n'a pas d'argent, puis on va aller à la banque, c'est terrible. Ouais. C'est terrible le cheminement par où on doit passer pour réaliser notre idée. Ouais. Puis c'est triste parce que je pense qu'on a des talents incroyables. Puis pour avoir, mais souvent on est dans un cadre restreint. C'est très restreint. On veut le même genre de business tout le temps. Puis c'est ce que je déplore au Québec. Que ce soit dans le commerce de détail, que ce soit souvent, on a toujours le même genre de commerce. Ouais. Toujours le même... Je prends les centres d'achat, on a toujours les mêmes magasins. Mais pourquoi la petite boutique? Pourquoi la petite boutique, des fois, on n'est pas capable de la faire croître ou on n'est pas capable parce que il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la base de l'entrepreneuriat au Québec. Et pourtant, on parle beaucoup et de plus en plus d'innovation. On parle de plus en plus d'innovation, puis ça m'amène à parler de Rack Évasion. En quoi Rack Évasion innove et fait les choses différentes d'un autre fournisseur de services dans des eaux semblables? François, on est unique. Vas-y, je t'écoute. Rack Évasion, c'est unique. Rack Évasion, c'est sensibiliser notre entreprise, là. L'entreprise Rack Évasion, c'est sensibiliser le monde à des solutions durables. Oui, on vend un rêve. Le monde rentre là, dans le magasin, là, je le vois, là, ça fait 4 jours qu'on est là. Le monde passe les portes et dit « Wow, on n'a jamais vu un magasin de ce type-là. On n'a jamais vu une énergie intérieure de voir une énergie, un service. C'est unique. » Parce qu'on veut créer un modèle de service, d'accompagner les gens, d'offrir, en fait, à tous les passionnés de plein air, aux familles, une solution durable. Une solution sur... Oui, on vend des racks. On vend tout ce qui va sur la voiture. Mais pourquoi changer ta voiture ou pourquoi la famille ne peut pas garder sa petite voiture puis se dire demain, « Hey,
je vais mettre une boîte sur ma voiture. Puis, en fait, pour l'environnement, ça peut être incroyable. J'ai pas besoin de grossir parce que souvent, on a dit, hey, j'ai une famille. D'avoir le gros pick-up, là. Ouais, j'ai une famille, je grossis ma voiture. Pourquoi on a ce réflexe-là? Nous, on a une solution. Venez nous voir. Vous êtes une famille, vous voulez garder votre voiture, parfait. On peut vous mettre un rack en arrière qui est installé sur la tâche remorque. On peut vous mettre sur le toit une solution pour que on garde notre voiture, mais c'est efficace. Là. On peut voyager. Puis la beauté de l'entreprise Rack Évasion, c'est qu'on fait l'installation. OK. Donc, l'installation est faite chez vous. Chez nous. Présentement, on a 40 pieds de garage. Fait qu'on est capable de faire de l'installation sur un van live, sur une voiture. Puis on fait toute l'installation qui est boîte de toit, rack à vélo, tente de toit, rack à kayak, rack de ski, rack de snow. Avec tous les éléments autres qui vont autour de ça. J'ai eu l'occasion de voyager, de parcourir le monde. J'en ai vu des lignes. J'ai vu énormément de lignes. J'ai eu cette chance-là aussi d'amener des lignes ici pour un petit peu complémenter l'aspect du rêve de Rack Évasion. Donc, tu amènes des lignes qui viennent de quel endroit? D'un peu partout. Mais tu sais, on est très... J'aime beaucoup les pays scandinaves et tout. Fait qu'il y a beaucoup de lignes qui m'inspirent, qu'on a en magasin présentement, qui viennent accompagner notre service et qui viennent renforcer aussi notre position au niveau du rack. OK. Fait que c'est comme un magasin de jouets pour adultes. Fait que, on rentre dans le magasin, ça fait rêver. C'est des amateurs de plein air. C'est du monde, quand ils rentrent, là, ils veulent qu'on leur trouve une solution pour déplacer leurs jouets. Ouais. Mais c'est du monde agréable. C'est ouais. du monde qui ont envie de se dépasser, mais qui ont envie aussi de dire hey, moi, là, je veux pas que ça soit difficile de déplacer mon vélo la fin de semaine pour m'en aller à mon endroit que j'aime. Puis dans le domaine où vous êtes, non? Comment tu vois l'avenir pour ce type d'entreprise-là? C'est l'avenir, il n'y a pas de limite. Parce que présentement, le monde, en fait, on revient un petit peu du temps du COVID, puis on le voit présentement avec ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont cancellé leur réservation pour l'été qui allaient aux États-Unis, fait qu'ils ont dit on va revoyager au Québec. Ouais. On va reparcourir le Québec. On va revisiter notre coin de pays. Mais pour nous, c'est super. Fait qu'ils viennent chez nous. Ils vont venir chez nous, ils vont dire moi, OK, je recommence à faire du vélo. Je peux aller faire du vélo au Lac-Saint-Jean. Wow, mais comment je le transporte, mon vélo? Ils vont venir chez nous. Les familles vont partir, ils vont s'en aller, supposons, en Gaspésie. Ben, ils vont dire là, comment, moi, j'ai trop de bagages. Ben oui, parfait, nous, on a la solution. Fait qu'on a tout, tu sais, puis tout ce qui est accessoire autre, ben on les accompagne aussi là-dedans. Fait que puis c'est quelque chose que, oui, une fois, mais après ça, quand on goûte à ça, je pense que, tu sais, c'est le fun, c'est... L'objectif, en fait, de Rack Évasion aussi, c'est de créer une communauté. Créer une communauté que le monde va venir nous voir, vont venir prendre un café chez Rack Évasion pour voir nos produits, pour parler des produits, mais pour aussi créer des événements. Je veux créer des événements avec Rack Évasion. Je veux que la communauté soit proche de nous. Ouais. Et toujours les informer aussi sur c'est quoi la nouveauté, qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive avec tout ce domaine-là? Moi, chez Simons, là, la plus belle chose et la plus belle chose qu'on avait à faire, c'est de trouver, on disait tout le temps, what's next? Ouais. Le T-shirt là, qu'on porte, là, que tout le monde porte, mais c'est quoi le prochain T-shirt? Là, on disait, non, il n'y a pas de prochain T-shirt. Mais c'est pas vrai. Il y en a un prochain T-shirt. Il y en a un parce que la coupe va changer, les manches vont être plus longues. On va suivre la... Mais dans ce domaine-là, il y a toujours. Mais c'est la même chose dans le domaine du rack. Puis, juste encore là, à voir qu'est-ce qui se passe dans le monde au complet, il y a une belle évolution. Ouais. Il y a d'autres compagnies. Il y a d'autres compagnies qui évoluent. Il y a une innovation incroyable.
Mais nous, on peut les accompagner pour promouvoir leurs produits, pour vendre leurs produits, puis faire rêver notre clientèle encore plus. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui est wow. Dis-moi, ton équipe et toi, là. Donc, comment ça s'est passé? Parce que, bon, tu travaillais dans un modèle complètement différent. Oui. Puis là, il y a de nouvelles personnes. Et ce que je comprends, ces personnes-là, ce n'étaient pas nécessairement des personnes avec qui tu avais travaillé auparavant. Donc, comment ça s'est passé, la création de cette synergie-là, de cette chimie-là, créer une équipe de travail et en même temps, mais établir votre mode de leadership puis mode de mentorat et de coaching aussi avec les employés puis le personnel, le staff de Rack Évasion? Comment ça s'est passé, en fait? Ça s'est passé par des rencontres que j'ai toujours eues dans le passé. En fait, Audrey, on est trois dans l'aventure. J'étais avec deux filles. Oui. En plus, être avec deux filles aussi, ça rend un petit peu unique le concept du garage. Le traditionnel un peu garage qu'on rentre, puis ah oui, installe-moi un rack. Puis nous, on voulait un petit peu démocratiser ça en le rendant un petit peu confortable et avec une expérience unique. Audrey, qui est une de mes partenaires, en fait, a toujours été dans le commerce de détail aussi, mais c'est une personne que pendant 20 ans, on s'est côtoyé, on s'est parlé à peu près à chaque 6 mois pour savoir où on était rendu. On a fait affaire ensemble et tout, puis on a toujours dit à maintes reprises qu'un jour, on allait travailler ensemble. Ouais. Fait que c'est spécial. Puis quand l'aventure est arrivée, quand le projet un petit peu est né un petit peu dans ma tête, et j'ai approché Audrey, je l'ai laissé un petit peu aller par elle-même un petit peu, puis elle m'a dit « Wow, Nicolas, dis-moi, j'en vais. » Elle dit « C'est une aventure incroyable. C'est une aventure incroyable, c'est unique. C'est comme, puis en plus, c'est quelque chose un peu qu'on a un petit peu le monopole à ce sujet-là. » Puis, l'autre partenaire, qui est Mireille a travaillé chez Simon aussi pendant 30 ans. OK. Donc, vous avez déjà eu l'occasion de vous côtoyer? Oui, on a voyagé ensemble, mais elle était complètement dans un autre département. Puis Mireille aussi avait le goût d'un nouveau défi. Était dans le commerce de détail, avait le goût, personne qui est très, très proche du client, qui a un service incroyable, qui a une énergie que à chaque personne qui rentre, c'est débordant. Fait que les trois ensemble, chacun, on a vraiment des intérêts communs, des intérêts aussi qu'on peut renforcer cette industrie-là en mettant un petit peu vraiment nos compétences vraiment en avant, en fait. Ouais. Puis parlant de compétences, là, quelles sont les compétences clés selon toi et pour tes deux associés qui sont déterminantes dans le lancement de cette aventure-là? Ce qui est déterminant, en fait, c'est un peu drôle, là, mais c'est vraiment d'explorer cette business-là sur plusieurs terrains. OK. La compétence numéro 1, c'est pas de dire hey, oui, je vais vendre du rack puis je vais l'installer. Mais il y a d'autres terrains. Il y a d'autres terrains vraiment à explorer. Puis ça c'est comme une compétence qu'on a acquis depuis la dernière année à dire hey, oui, il y a ça, oh, il y a ça, on pourrait faire ça. T'sais. Mais tout ça revient, la compétence numéro 1, c'est d'être bien entouré. Bien entouré. Bien entouré. D'avoir du monde autour de nous. Mais j'ai eu la chance de côtoyer cette industrie-là, en fait, avec l'industrie de la mode, l'industrie du sport, je veux dire, c'est imbriqué présentement. C'est un peu les mêmes fournisseurs. Ça fait partie de. Mais, j'ai tout ce bagage-là, ces compétences-là que j'ai acquis dans le passé m'ont permis vraiment de mettre ça à prix pour le lancement de Rack Évasion. Puis, là, je sais, là, tu dis que ça fait 4 jours que c'est ouvert. Donc, vous avez travaillé pendant plusieurs mois là-dessus. Quel a été ou quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés avant de faire cette ouverture-là?
T'aimes mes questions, hein? Ouf. Il y a beaucoup de défis. Des fois, on pense que c'est simple, on pense qu'on se fait encourager, on dit ah oui, pas de problème, vous avez l'expérience et tout. Mais les défis sont grands. Les défis sont grands. Il y a une chose dans les défis qui est de croire en nous, de parler du projet, de faire valoir ce projet-là et que le monde dise oui, hey, wow, c'est magnifique. Mais il n'est pas créé. Il n'est pas créé encore. Tout le monde, peu importe. Puis peu importe que ça soit point de vue famille, amis, que ça soit du monde plus de business et tout, qu'on se fait dire on a quelque chose d'incroyable, on a une business, hey, oui, wow. Mais après ça, d'embarquer dans cette roue-là, de commencer cette roue-là, de faire un plan d'affaires et de dire oh, là, je vais frapper où? Quelle porte? Est-ce que je suis mieux d'aller là? C'est essai-erreur. Oui. Mais il y a tellement d'obstacles. C'est à chaque jour, il y a des obstacles. Fait que, oui, ça fait 4 jours que c'est ouvert, mais ça fait 1 an que c'est en processus. Ouais. Ça fait 1 an qu'il y a des obstacles. Ça fait 1 an qu'il y a vraiment... Mais qu'il y a vraiment aussi une satisfaction de créer cette compagnie-là. Mais ça vient... Puis je pense que c'est l'entrepreneuriat aussi. C'est ça la beauté de tout ça. Ouais. C'est de surmonter ces défis-là. Là, le bébé vient de naître. Là tout de suite, là, c'est d'amener le bébé à sa maturité. C'est d'amener le bébé à sa maturité. Puis pour l'amener à sa maturité, vous devez certainement, toi et tes collègues, avoir des idées de projets futurs. Vous avez sûrement des rêves en tête. C'est-tu trop tôt pour en parler ou on peut déjà annoncer des choses? Bien, annoncer des choses, en fait, ça a toujours... Premièrement, à l'âge que j'ai eu, en tout cas, j'avais... C'est sûr que, je suis pas jeune. J'embarque dans cette aventure-là, mais c'est avec aussi des projets futurs, des rêves que je veux amener. Puis comme j'en ai parlé aux filles, cette aventure-là, ce n'est pas un magasin. Ouais. C'est plusieurs magasins. C'est de faire croître premièrement, c'est Rack Évasion, c'est 2.0 parce que Rack Évasion existait à Montréal, était sur Laurier. C'est un commerce, en fait, qu'on a acheté. C'est un fonds de commerce qu'on a acheté avec un support d'un homme en fait, de Éric Meunier, en fait, qui avait élaboré ce commerce-là depuis 30 ans. Mais lui, il faisait ça à petite échelle, dans son garage et tout. Puis il nous a permis, puis il est encore là aujourd'hui avec nous. Il nous accompagne 2 à 3 jours par semaine. Wow. Pour nous faciliter un petit peu tout cet apprentissage de cette business aussi. Fait que ça, c'est une chance pour nous. Ouais. Mais quand on voit ça, puis lui, son rêve était un peu d'ouvrir d'autres magasins. Fait que, il avait dit, moi, je vais prendre ma retraite, tout ça, j'ai fait mes années. Puis quand on l'a approché, il a dit, wow, ça me tente de... Vous avez rallumé les flammes. On a rallumé exactement les flammes un petit peu qui étaient encore, puis on le voit, il y a encore une passion de ce domaine-là, même après toutes ces années-là, qui nous accompagne. Fait que c'est ça qui est formidable. De voir, il est là, cette semaine, on a ouvert, il est là 3 jours, mais c'est comme on dirait que c'était lui. Fait que oui, François, il y a un projet d'expansion, puis il y a un projet d'expansion qui va se faire à court terme. OK. Donc, dans du court terme. Dans du court terme. Fait que l'expansion est là. On vient de partir le magasin de Québec. Montréal nous attend. Il n'y a personne à Montréal présentement. Personne sur l'île de Montréal présentement qui offre ce service-là. Fait que à suivre, mais très prochainement. Ah, c'est bon, ça. C'est très, 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 très bon. Ouais. Très bon. Ouais. Maintenant, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, auditrices, parce qu'on tire sur la fin, là, mais... sur la globalité de l'expérience là, que tu nous as partagée aujourd'hui. Puis j'aime beaucoup donner des exemples de compétences. Là. OK? Puis on en a parlé plusieurs fois, mais d'après toi, les compétences clés pour arriver dans un projet de ce type-là,
Compétences humaines, compétences relationnelles, compétences d'affaires. Quelles sont les compétences clés qui, selon toi, doivent être mises sous la loupe là, pour dire, bien, regarde, ça, ces compétences-là sont importantes pour faire en sorte qu'on puisse passer du rêve à la réalité et d'amener le projet, de le concrétiser puis de l'amener dans une phase de rentabilité aussi. Bien, les compétences, en fait, la compétence clé, c'est le leadership. Il faut savoir un petit peu, oui, il faut savoir s'entourer, mais puis l'autre compétence, c'est le rêve qu'on a en tête, que j'ai en tête, il ne faut pas le lâcher. Fait que, ça nous appartient, ça m'appartient un petit peu à moi de dire, hein, ce rêve-là, comment je le mets, comment je le réalise, mais ça fait partie du leadership et ça fait la compétence aussi, c'est de bien s'entourer, d'être capable aussi un petit peu de savoir à chaque jour comment m'adapter. Ouais. De s'adapter aussi au mouvement comment je dirais ça, de haut et de bas qui vont arriver à chaque jour. Fait que ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on développe, mais c'est une compétence qui fait partie de l'entrepreneur. Ouais. Puis d'avoir une ouverture d'esprit aussi. Là. Donc, d'avoir une ouverture d'esprit, tu as parlé beaucoup tantôt d'aller voir ailleurs, de savoir écouter, exact. Communiquer, puis d'observer ce qui se passe autour de soi aussi dans son environnement pour avoir une meilleure vision d'ensemble. Hein, oui. Parce qu'il n'y a pas de recette parfaite. Il n'y a aucune recette. Tantôt, on parlait de recette, là, mais je veux dire, on la brasse nous-mêmes un petit peu, mais c'est d'être ouvert. Je pense qu'il faut être ouvert, en fait, ouvert sur le monde, oui, parce que, il y a plein, mais savoir un peu comment on récolte un petit peu partout, puis comment on met ça un petit peu dans notre recette à nous. Fait que ça, je pense que, c'est vraiment, ça fait partie un petit peu du rôle qu'on a à faire en tant que créer une nouvelle entreprise. Ouais. Une autre question que je ne peux pas passer à côté, parce que là, j'entends des auditeurs me parler, des auditrices me parler. Là. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui actuellement travaille dans une entreprise comme dirigeant? Il n'est pas un entrepreneur. Il travaille comme dirigeant dans une entreprise et qui, tout comme toi, a des aspirations à de devenir le leader de son propre business. Donc, de quitter un poste où il y a de la stabilité, il y a des revenus récurrents, il y a des garanties, il y a, socialement parlant, là, des avantages. Là. OK? Quel conseil donnerais-tu à cette personne-là qui veut être plus impactante dans sa vie, puis dans ses affaires, puis exercer son propre leadership? La première chose, c'est se faire confiance. OK. Il faut se faire confiance. Puis, encore là, c'est pas facile. Il faut se faire accompagner. François, tu m'as accompagné, tu étais là, tu m'as conseillé beaucoup, tu m'as fait réaliser beaucoup de choses aussi. Puis cette aventure-là, en fait, elle commence par soi-même. Ouais. Fait qu'on peut être dans une belle entreprise, on peut avoir beaucoup d'avantages et tout, mais si intérieurement, on n'est pas bien, ça part de soi. Ouais. Moi, intérieurement, j'avais fait un petit peu le tour. Je n'étais pas bien avec moi-même et j'avais besoin de ce défi-là. Mais, puis je le dis aux auditeurs, tu m'as accompagné à réaliser ou à prendre conscience de ça. À me faire dire, hey, les compétences sont toutes là, tout est en ligne, mais de faire le saut, je reviens à ça, ça part de soi-même. Il n'y a personne, quand même que. Puis François, tu me l'as dit souvent à maintes reprises. À maintes reprises, c'est toi, puis à un moment donné, tu vas voir, ça va arriver. Comment de fois, François me dit oui, ça va arriver. Ça va arriver. J'ai hâte que ça arrive. À un moment donné, là, tu penses que tu vas ouvrir la porte puis l'arriver l'autre bord, mais ça arrive. Ça arrive pas. Mais avec conviction aujourd'hui, je peux te dire que ça l'arrive. Ça l'arrive. Ça l'arrive. Mais ça revient qu'il faut se faire confiance. Ouais. La première chose, c'est de se faire confiance, de dire wow, je me fais confiance, je crois que j'ai toutes ces compétences-là. Et ensuite, de sauter à pieds joints dans cette aventure-là. C'est très bon. Et en guise de conclusion, t'aurais-tu une citation, un proverbe, un mot à adresser à nos auditeurs?
Je peux en dire 2? T'as le droit. J'ai le droit à 2. T'as le droit. En fait, la première, c'est il faut toujours faire ce que l'on ne croit pas pouvoir faire. Wow. Wow. Je crois que ça résume beaucoup. Et l'autre, c'est croyez que vous pouvez le faire et vous aurez déjà la moitié du chemin. Du chemin. C'est bon. Excellent. Excellent. C'est très inspirant, Nicolas. C'est très inspirant. Merci beaucoup, François. Donc, très chers auditeurs, un grand merci à toi, Nicolas. Merci de ta présence. Merci de toute ton authenticité, de toute ta transparence, d'avoir exposé aussi tes fragilités, là, parce que tu as mentionné plein de choses. Puis, je te souhaite le plus grand et le meilleur des succès avec tes deux co-partenaires à l'intérieur de ce vaste projet-là. Et j'ai hâte de voir plein d'entreprises ouvertes un peu partout au Québec. Tout à fait. Venez nous voir. En fait, c'est une expérience incroyable. Puis merci. En parlant de venir vous voir, vous êtes situé où à Québec? Présentement, on est ouvert à Québec. On est au 1240 Charest-Ouest. 1240 Charest-Ouest. Vous pouvez venir nous voir aussi sur les sites web de Rack Évasion. Notre site est créé et tout ça. Puis on s'en va aussi avec tout le commerce en ligne prochainement. Excellent. Merci, Nicolas. Merci à vous, très chers auditeurs, auditrices. Et à très bientôt pour un autre épisode de Ceci n'est pas du coaching. Au revoir.